La perceuse vrombissait à travers une planche de cèdre quand mon téléphone a vibré sur l'établi. J'étais en pleine phrase dans ma tête, me demandant si cette fichue poutre avait besoin d'un étrier à double solive ou non. Quand j'ai essuyé la sueur de mes mains et jeté un œil à l'écran, c'était Instagram. Elle ne me taguait plus jamais dans rien. Ça devait donc être l'algorithme qui me proposait ce qu'il pensait que je voudrais voir. Pour une fois, il avait visé juste. Elle était là, ma femme, dans un champ que je ne reconnaissais pas. Ça ressemblait à une sorte de champ de citrouille bas de gamme avec des tables de pique-nique et des bottes de foin. Elle était penchée contre un homme, les bras enroulés autour de son cou comme si c'était leur anniversaire. Son nom était Brian. Je le savais parce que je l'avais beaucoup entendu. Brian dit qu'on devrait essayer ce restaurant italien. Le fils de Brian est aussi au camp de sciences. Brian est la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore quitté cette boîte. Ce Brian-là. Derrière eux, nos 2 enfants. L'un assis sur un tonneau en bois, essayant de faire tenir un dos nu en équilibre sur son genou, et l'autre se protégeant les yeux du soleil avec la main, inconscient, de simples accessoires en arrière-plan dans le best-of d'un inconnu. La légende, mon vrai partenaire, une journée en famille réussie. Je n'ai pas ressenti le choc de la trahison, pas au début. C'était plus chirurgical que ça. Froid. Comme un câble qui se rompt sous la tension, net et silencieux. Je l'ai fixé pendant une minute entière, sans un tressaillement dans mes mains, regardant juste les mentions « j'aime » s'accumuler en dessous. Une de ses collègues a posté un emoji qui rit. Une autre a écrit « la plus mignonne des familles de bureau ». Un nœud a commencé à se former dans ma mâchoire. Et puis, sans drame, sans une seconde de réflexion, j'ai tapé un unique commentaire. Félicitations. Pas de ponctuation, pas de point d'exclamation. Juste ça. Puis j'ai fermé l'application, éteint l'écran et je suis retourné à la solive que je mesurais. Mon crayon était toujours derrière mon oreille. La terrasse devait encore être finie, mais mes mains étaient plus stables qu'elles ne l'avaient été de toute la matinée. Plus tard, je comprendrai ce qu'était ce moment. Pas le choc, pas la dévastation. La permission. Elle venait de me tendre le scalpel. Tout ce que j'avais à faire, c'était de décider où couper. À l'intérieur, les enfants regardaient un film. Un de ces trucs de Pixar avec des poissons qui parlent ou des rats qui cuisinent. Je ne faisais plus la différence. Elle n'était pas encore rentrée. Soi-disant en visite chez sa tante à Fairfield. Partie samedi matin avec un sac de voyage et un bâillement fin. Elle disait avoir besoin d'une pause du chaos habituel. Le chaos habituel étant notre famille, je suppose. Je suis entré dans la maison par le garage. Tout semblait normal. Ça sentait encore la lessive, le désodorisant et un peu de vinaigre du nettoyant à vitre que j'avais utilisé la veille. Domestique. Intact. Sur le frigo, un dessin au crayon de notre plus jeune. Maman, papa, moi, Max et le chien. 5 bonshommes allumettes sous un soleil aux rayons pointus. J'ai fixé le 5e. Moi. Sans visage. Les autres avaient des sourires. Je les décrochai, plié en 2, et glissé dans le tiroir à fourre-tout sous les menus à emporter. À l'étage, la porte de son placard était légèrement entr'ouverte. Le sac de voyage n'était pas par terre. Ses chaussures de tennis non plus. Je remarquais les choses maintenant, avec trop d'acuité, trop de clarté. Une écharpe qui n'était pas la sienne. De l'eau de Cologne sur sa veste qui n'était certainement pas la mienne. Dans le bureau, j'ai ouvert le navigateur sur l'ordinateur de bureau et j'ai tapé le nom du cabinet d'avocat que j'avais mis en favori il y a des mois. Je n'avais jamais eu de raison de cliquer dessus jusqu'à présent. C'est drôle comme la frontière entre la paranoïa et la préparation disparaît vite quand votre femme publie un portrait de famille avec quelqu'un d'autre. J'ai pris un rendez-vous. Le jour même, case, discret, coché. J'ai téléchargé une capture d'écran du selfie avec la légende. C'était comme soumettre des preuves à un procès silencieux et inévitable. Puis j'ai refermé l'ordinateur, suis redescendu et j'ai préparé des sandwichs au fromage pour les enfants. La croûte enlevée, des cornichons à côté, exactement comme elle le faisait, exactement comme je le fais maintenant. Quand la porte du garage s'est ouverte des heures plus tard, j'étais sur le canapé en train de lire. Les enfants au lit, la télé en sourdine. Elle est entrée en fredonnant, sentant le vin et l'eau de Cologne d'un autre, portant un pull que je n'avais jamais vu chez nous auparavant. « Oh, salut !» a-t-elle lancé joyeusement en accrochant ses clés. «
Tu n'imagines pas le trafic. J'ai souri, un petit sourire tranquille. Ouais, ai-je dit. Je parie que c'était bondé. Elle s'est versé un verre de vin comme si elle rentrait d'un cours de yoga, pas d'une visite de 48 heures chez sa tante qui incluait son collègue drapé sur ses épaules comme un cavalier de bal de promo. Le tintement de la bouteille contre le verre était plus fort que d'habitude. Ou peut-être que mon oui était simplement plus fine maintenant. Elle se déplaçait dans la cuisine en fredonnant une chanson fausse. Une de ces absurdités indie de Spotify qui, disait-elle toujours, calmait son système nerveux. J'étais en train de hacher des oignons. Calme, concentré, chaque tranche uniforme. Tu es silencieux, a-t-elle finalement dit, en ouvrant le frigo pour prendre un fromage de chèvre hors de prix dont nous savions tous les deux que les enfants ne toucheraient pas. J'ai haussé les épaules. Fatigué. Long week-end. Elle s'est appuyée contre le comptoir, faisant tourner le vin dans son verre comme si elle s'était entraînée devant un miroir. Tu aurais dû venir avec nous. Les enfants se sont éclatés avec nous. Pas avec moi. Pas avec leur mère. Pas même avec Brian et sa famille. Juste nous. Comme si j'avais été effacé de la photo avec Photoshop. Ah oui, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Elle a souri. Brian est honnêtement incroyable avec eux, un vrai talent naturel. Je n'en revenais pas. Max lui a demandé s'il pouvait lui apprendre à lancer le ballon en spirale. J'ai fait glisser les oignons hachés dans la poêle et j'ai allumé le feu. Elle attendait une réaction, n'en a eu aucune. Alors elle a continué. Je veux dire, c'est drôle, non? Brian et moi, on plaisante toujours en disant qu'on est comme une petite fausse famille sur la route. Tu sais, pour les conférences, les événements, c'est notre truc. Voilà. Notre truc. J'ai remué les oignons. Ils avaient l'air heureux, ai-je fini par dire. Elle a ri, mais son rire s'est brisé à mi-chemin. Oh, allez. Ne sois pas bizarre. C'est inoffensif. Tu sais comment est Brian, et il adore les enfants. Les siens, les miens, les tiens, tous. J'ai levé les yeux, croisant son regard une fraction de seconde de trop. Bien sûr, inoffensif. Elle a scié, puis a souri de nouveau, avec force cette fois. Bref, j'ai faim. Mangeons. À table, elle a parlé comme si de rien n'était. Les potins du bureau. Quelqu'un s'était fait virer pour avoir volé une chaise de bureau. Sa prof de pilates était de nouveau enceinte. Les enfants avaient besoin de nouvelles vestes. J'ai hoché la tête aux moments appropriés. J'ai offert quelques et, oui, bien placés, la laissant remplir l'air. Heureusement, les enfants étaient au lit. Elle n'a même pas demandé comment s'était passé leur week-end. N'a pas demandé si Max avait refait ce cauchemar ou si Ellie se souvenait de ses mots de dictée. Elle n'a parlé que d'elle. Et de Brian. Après le dîner, elle a laissé son assiette dans l'évier. Je m'en occuperai demain, a-t-elle marmonné, puis elle m'a embrassé sur la joue, une vieille habitude plus qu'un geste d'affection, et est montée à l'étage. Je suis resté assis à table une minute de plus, regardant la vapeur s'échapper de son thé intact, puis je me suis levé, j'ai débarrassé les assiettes et chargé le lave-vaisselle. Je me suis assuré que tout était calme avant de me glisser dans le bureau. J'ai fermé la porte, ouvert l'ordinateur portable. L'email était déjà rédigé. Objet, suivi, consultation en droit de la famille. J'ai joint la capture d'écran originale d'Instagram. Sans retouche. La légende entière visible. Les visages des enfants étaient flous dans l'aperçu, mais quiconque regardait de près pouvait dire de qui il s'agissait. J'ai ajouté une ligne au message, veuillez inclure ceci dans le dossier de protection des actifs. Images d'enfants utilisées sans le consentement parental. Puis j'ai cliqué sur envoyer. On a frappé à la porte. Sa voix a traversé. Et, tu montes? Ouais, ai-je répondu. Je termine juste 2 ou 3 trucs. Ne travaille pas trop tard, a-t-elle lancé joyeusement avant de s'éloigner dans le couloir. J'ai fixé l'écran un instant de plus. L'email était parti, en vol. Vers l'avocate qui ne me connaissait pas encore, mais qui saurait bientôt tout. Sur le bureau, il y avait un post-it avec ma liste de choses à faire. Réparation terrasse, taille des arbres, prendre RDV dentiste pour Max. Je l'ai retourné et j'ai écrit un nouvel item. Assurance, copie numérique hebdomadaire. Puis je l'ai glissé sous le clavier. Elle pensait que nous jouions toujours le même scénario,
que nous jouions toujours à la petite famille, que nous nous faisions encore assez confiance pour croire aux blagues faciles et au déni alimenté par le vin. Mais je n'attendais plus la vérité. Je ne posais plus de questions. J'archivais les réponses. Le bureau était beige. Ce beige d'entreprise, la couleur du déni plausible, le genre d'endroit où rien n'est jamais grave, juste, en cours d'examen interne, où les sourires sont en plastique et où tout le monde a des canaux Slack qui serviront un jour de preuve. À 8h43 précise, un email est arrivé dans la boîte de réception de Morgan S., responsable de la conformité RH chez Kin et l'Anglais Solutions. Objet, violation potentielle de la politique familiale et utilisation abusive de l'image de la famille. Expéditeur, anonymous@protonmail.com. Pièce jointe, IMG 5822.jpg. Morgan l'a ouvert, a scié une fois. A zoomé. Ils étaient là. Candace, son mari Brian, le vrai Brian, et 2 enfants. Pas ceux de Brian. Pas ceux de Candace, techniquement. Mais certainement pas des enfants de banque d'images. Leur visage était à moitié net, éclairé par la lumière dorée du coucher de soleil avec une esthétique de champ de citrouille qui aurait pu figurer dans une brochure d'entreprise si ce n'était pour la légende. Mon vrai partenaire, une journée en famille réussie. Morgan l'a lu et relu. L'horodatage, dimanche, il y a moins de 24 heures. Candace avait tagué le lieu, Autumn Ridge Farm, et Brian avait commenté avec un emoji cœur. Ainsi que quelques employés de l'équipe événementielle. Morgan n'a pas perdu de temps. Elle a signalé l'image, l'a jointe à un dossier de conformité et a ajouté des mots-clés, violation potentielle de l'éthique, utilisation inappropriée de l'initiative familiale de l'entreprise, conflit d'intérêts, frontières personnelles publiques. À 10h30, le directeur des RH, le service juridique et les relations publiques externes en avaient des copies. Le chat de groupe s'est allumé discrètement, juste des noms suivis d'un point. Vu. Compris. Besoin de contexte. Le problème n'était pas la liaison. Ce n'était que du grain à moudre pour les ragots. Le problème était le poste de Candace, directrice adjointe de la sensibilisation. Le visage de la campagne, la famille d'abord, de l'entreprise, celle qui donnait des conférences dans les écoles sur les limites professionnelles à l'ère du numérique, qui avait validé la présentation sur les valeurs familiales du trimestre précédent. Il y avait déjà eu une note interne il y a des mois sur sa proximité avec Brian. Quelque chose à propos de rapports de voyage trop amicaux et de chevauchements inhabituels de réservation d'hôtels. L'affaire avait été classée. Ils étaient tous les deux trop performants. Traduction, trop utile pour être sanctionnés. Mais ça, ce n'était pas seulement une mauvaise image. C'était partageable. À l'heure du déjeuner, les gens chuchotaient. Candace est arrivée à 11h58, un latte au lait d'avoine à la main, souriant comme si elle avait percé le secret de l'équilibre vie pro-vie perso. Elle a salué la réception, complimenté le blazer de quelqu'un et plaisanté avec Brian près de la machine à café. Mais elle l'a remarqué, ce changement subtil. Comment les regards ne s'attardaient pas. Comment 2 personnes ont soudainement arrêté de parler à son passage. Comment Jennifer de la comptabilité a répondu à son « et » bon week-end, par un « cassant et s'est éloigné rapidement. Brian agissait normalement. Trop normalement. Il lui a fait un pouce en l'air quand il l'a vu dans la salle de pause et a marmonné « grosse semaine », avant de se diriger vers une réunion d'équipe. À 13h12, son manager a été appelé à l'étage. Pas d'explication, juste un message sec, le directeur Quinn a besoin de 5 minutes. À 14h03, elle a reçu l'invitation de calendrier. Objet, compte-rendu politique. Participants, RH, conformité, liaison juridique. Lieu, salle de conférence du 8e étage. La salle vitrée. Elle a penché la tête, a regardé l'invitation. Bizarre, a-t-elle marmonné. À 14h07, elle a envoyé un texto à Brian. Tu as eu cette réunion aussi? Pas de réponse. À 14h22, Brian est passé devant son bureau sans la regarder. À 15h15, 3 autres employés avaient fait une capture d'écran du poste. L'un l'a transféré à un ami des relations publiques avec une seule ligne, on a une nouvelle situation à mandat du marketing sur les bras. À 16h, les RH ont discrètement commencé à demander les registres de vol de la dernière conférence. Vérifiant les réservations d'hôtels, parcourant les publications taguées de l'album officiel des événements d'inclusion familiale de l'entreprise d'il y a 2 trimestres. Les légendes qui semblaient autrefois saines se lisaient différemment maintenant.
Merci à Brian et Candace d'avoir animé l'événement de la journée familiale à l'Autunfest. Un grand merci à notre duo de choc. #WorkFamily cœur rouge cœur rouge. Candace ne le savait pas encore, mais sa légende n'était pas juste une gaffe. C'était une preuve. À 16h46, un nouveau dossier est apparu dans le répertoire de la conformité, Candace image 5822 examen. Sous-dossier, chronologie RH, archives réseaux sociaux, ébauche violation de politique, communications externes si escalade. Candace était toujours à son bureau, classant des rapports. Souriant toujours, flottant toujours sur la conviction que ce qu'elle avait posté était juste mignon et sympathique. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de faire tomber le premier domino. Et les RH? Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient patients. Le message est arrivé à 19h39 précise. Court, calculé. Mélissa Harper a vu le post. Ce n'est pas la première fois, mais impliquez nos enfants. Appelle-moi. Je n'ai pas reconnu le numéro au début. J'ai juste fixé le nom un instant de trop. Mélissa Harper. Jusqu'à ce que ça fasse tilt. La femme de Brian, la maman reine des comités de parents d'élèves, la bénévole en chef, la femme qui nous saluait de l'autre côté du terrain de foot pendant que nous prétendions tous que nos vies étaient normales et vaguement admirables. J'ai regardé l'écran, puis la photo encadrée au-dessus de mon bureau, ma fille sur mes épaules, souriant comme si le monde était stable et bienveillant. J'ai appelé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Pas de « bonjour ». Tu l'as vu, a-t-elle dit, sa voix nette, contrôlée. Oui. Elle a expiré bruyamment. Pas tout à fait un soupir, plutôt le bruit de quelqu'un qui referme le couvercle sur quelque chose de toxique. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? J'avais des soupçons, ai-je dit. La photo a clarifié les choses. Ouais. Brian m'a juré ses grands dieux que c'était platonique. Du soutien émotionnel ou une connerie du genre. Il appelait ça de l'intimité professionnelle. Comme s'il était un chirurgien et elle, le scalpel. Je n'ai pas ri. Elle non plus. Je ne suis pas choqué, a-t-elle ajouté. Mais les enfants? Les miens, les tiens. Ça, c'est nouveau. Elle l'a posté publiquement, ai-je dit. Légende et tout. Elle a tagué cette fichue ferme, a-t-elle marmonné. J'ai vérifié. C'est la même où nous sommes allés l'année dernière. Avec moi. Avec nos enfants. Silence. Puis elle a dit, on se voit demain. Midi, je veux comparer nos notes. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans une boulangerie à mi-chemin entre nos maisons, le genre d'endroit au charme forcé, avec des briques apparentes, des plantes suspendues et des sconors de prix que personne ne finit. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans une banquette qui sentait l'expresso brûlé. Mélissa avait l'air calme. Queue de cheval serré, maquillage léger, une veste soigneusement pliée sur le siège à côté d'elle. Mais ses yeux étaient injectés de sang et ses jointures étaient blanches sur sa tasse de café. Elle a sorti son téléphone. Commençons. Ce qui a suivi était moins une conversation qu'un rapport d'autopsie. Elle m'a montré des textos, plus de 60, certains courts, d'autres écœurants de longueur, envoyés tard dans la nuit. Des photos de cartes clés d'hôtel, des blagues privées que je reconnaissais pour les avoir entendues de la bouche de Candace au dîner. Un message était un selfie pris dans une salle de bain d'hôtel. Brian dans le miroir. Le reflet de Candace derrière lui. Sans se toucher, mais proche. Mis en scène comme une blague, mais mis en scène. Puis sont venues les dates de voyage. Conférences, voyages d'affaires, week-end de team building. Nous avons commencé à les faire correspondre au reçu. C'était trop parfait. Ici, a dit Mélissa, passant à une feuille de calcul qu'elle avait commencé sur Google Sheets, parce que bien sûr qu'elle l'avait fait. Chicago. Ils nous ont dit que c'était un séminaire d'une journée. Il s'avère qu'ils sont restés 3 nuits. Même hôtel, réservé via l'entreprise sous des noms séparés. Mais si tu appelles la réception, même chambre. J'ai ajouté ma contribution. Des notes que j'avais gardées discrètement. Les fois où Candace avait raté son vol. Les soirs où elle était trop fatiguée pour un appel vidéo. Je lui ai montré les tickets de caisse de l'épicerie. Sur l'un d'eux, 2 bouteilles de vin rouge, des pilules anti-allergie et de la crème à raser pour hommes. Candace est allergique au vin rouge. Je ne suis allergique à rien. Nous n'achetons plus de crème à raser, j'utilise un rasoir électrique.
Les lèvres de Mélissa se sont serrées en regardant. Il avait toujours une excuse, a-t-elle dit. Il disait que j'étais peu sûr de moi, qu'il était son mentor, que je ne comprenais pas les exigences de son travail. La même chose. A-t-elle déjà dit que tu étais trop indisponible émotionnellement? J'ai soufflé. Elle m'a qualifié de stable à l'excès. Elle a dit que Brian la faisait se sentir vue, comme s'il était un foutu guide spirituel. Elle a eu un rire bref et sec. Elle m'a dit que tu étais un peu absent. Trop domestique, je crois que c'était le terme. Nous sommes restés en silence après ça. L'humiliation mutuelle s'imprégnant dans l'expresso et les scones au citron rassis. Finalement, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a croisé mon regard. Tout réduire en cendres. Mais proprement, silencieusement. D'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. D'accord. Nous avons planifié cela comme une opération militaire. Elle me transférait tout, textos, journaux d'appel, photos. Je lui envoyais les coordonnées de mon avocate. Nous allions coordonner nos calendriers, taguer les mêmes responsables RH, déclencher des examens simultanés. Pas de théâtralité, pas de scène de ménage. Juste de la précision. Je veux la garde, a dit Mélissa. Je veux qu'il vive avec les conséquences, pas le chaos. Pas la culpabilité. Juste les résultats. Pareil pour moi, ai-je dit. Ils ont créé ce désordre. Ils ne savent juste pas que nous tenons déjà le balai. Nous ne nous sommes pas pris dans les bras en partant. Pas de chaleur, pas de camaraderie. Juste de la clarté. Laissons-les romantiser le chaos. Nous allions faire de l'ordre une arme. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas vraiment le poids. C'était la permanence. Une encre bleue épaisse glissant sur ligne après ligne. Des initiales dans les coins inférieurs droits, des signatures complètes au bas de chaque page. Mon avocate, Janet Kroll, aussi tranchante qu'une guillotine dans un blazer marine, était assise en face de moi avec un bloc-notes et un silence qui disait « C'est la manière la plus propre ». Vous comprenez ce que celui-ci fait, a-t-elle dit, tapotant la ligne de signature que j'étais sur le point d'atteindre. Une fois déposée, la fiducie possède la propriété. Pas vous, pas elle. Elle n'aura aucune revendication, aucune, à moins que vous ne l'invitiez explicitement. J'ai hoché la tête et j'ai signé. La maison n'était plus à nous. C'était une coquille juridique avec moi à l'intérieur et elle à l'extérieur. Une fiducie avec mes enfants comme seul bénéficiaire et moi comme fiduciaire. Fonds pour l'université à l'épreuve des balles, a-t-elle demandé, passant à la section suivante. Fait, ai-je dit. J'ai tout retiré ce matin. Janet a souri. Pas un sourire chaleureux. Un sourire satisfait. J'avais agi vite, trop vite si j'avais essayé de la blesser. Mais il ne s'agissait pas de blessure. Il s'agissait de retrait, de détachement, de précision. De la même manière qu'on arrache une dent pourrie avant qu'elle n'empoisonne le sang. Ce matin-là, j'étais entré dans la banque et j'avais fermé le fonds commun pour les études. Chaque dollar que nous avions économisé au fil des ans, chaque centime à l'abri des impôts. Elle avait toujours voulu qu'il soit à nos deux noms, pour elle, unité. Je l'ai transféré sur un nouveau plan d'épargne études 529 à mon seul nom, avec les enfants listés directement. Pas d'intermédiaire, pas d'ambiguïté. Le caissier avait l'air confus. Je prévois des changements, ai-je dit. Il n'a pas posé plus de questions. J'ai remis à Janet le relevé bancaire final montrant le retrait et le nouveau compte. Bien, a-t-elle dit en le glissant dans le classeur. Maintenant, la voiture. Titre de propriété transféré, ai-je hoché la tête. Nouvelle assurance, nouvelle immatriculation, nouvelle clé. Elle a griffonné quelque chose. Et les comptes? Divisé la semaine dernière. Nouveau compte courant, l'ancien est programmé pour se bloquer automatiquement si deux retraits sont effectués dans la même heure. Intelligent, a-t-elle dit. Vous n'êtes pas en colère. Si, je le suis, ai-je dit. J'ai juste fini de laisser la colère me guider. Elle a marqué une pause, puis a tourné lentement la page vers le formulaire final, le projet de requête. Voulez-vous inclure la photographie, a-t-elle demandé, ouvrant le dossier sur le post Instagram, imprimé en couleur, la légende en gras. Mon vrai partenaire, une journée en famille réussie. Le visage de mes enfants était pixelisé mais toujours reconnaissable. Toujours le mien. Oui, ai-je dit. Avec une note.
Preuve photographique jointe. Elle a cliqué son stylo et l'a écrit dans la marge, juste sous la section des motifs, différents irréconciliables. Rien de dramatique, rien de digne des tabloïds, juste une reconnaissance nette de la rupture. J'ai parcouru à nouveau la requête complète. Les lignes étaient froides. Du jargon juridique, mais je pouvais sentir le silence entre elles, comme un fantôme faisant les 100 pas dans le mur. Propriété divisée. Garde en attente. Actif gelé. Son nom n'apparaissait que 2 fois. Le mien, 6 fois. Les enfants étaient nommés 10 fois. Ça me semblait juste. Janet s'est levée. Nous déposerons ceci mercredi. J'informerai également les RH par des canaux détournés. Discrètement. Nous ne voulons pas que l'enquête interne interfère avec le calendrier juridique. Je me suis levé aussi. Merci, ai-je dit. Vous avez géré ça comme quelqu'un qui s'y préparait. J'ai regardé par la fenêtre givrée la ligne d'horizon au-delà, les bâtiments comme des dominos, prêts à tomber à la moindre poussée. Je l'étais, ai-je dit. Elle a juste choisi la date limite. Elle m'a tendu le dossier, maintenant épais d'action. En quittant son bureau, j'ai croisé un autre homme dans la salle d'attente, les yeux rouges, nerveux. Il tenait un sac en plastique avec des reçus et une pile de photos. Ses mains tremblaient. Il ressemblait à quelqu'un qui venait de découvrir. J'avais dépassé ce stade. Dans le parking, je me suis assis dans la voiture un instant et j'ai regardé le tableau de bord. L'heure clignotait, 16h04. J'avais dit à Candace que je devais aller à la quincaillerie. Et c'était vrai. Je devais encore acheter des vis de terrasse et du paillis. La vie ne s'arrêtait pas juste parce que quelqu'un avait allumé une allumette à l'intérieur. J'ai pris les documents de fiducie nouvellement signés dans la boîte à gants et les ai ajoutés au dossier d'assurance. Une clé USB se trouvait en dessous, étiquetée, sauvegardée, à l'épreuve du feu. Avant de partir, j'ai envoyé un texto à Mélissa. 2 mots. Déposé. Prêt. 3 points sont apparus. Puis, absolument. Nous n'étions plus des gens mariés. Nous étions des stratèges. Et le piège était presque refermé. Elle était habillée comme pour son couronnement. Cheveux coiffés, blazer impeccable. Ce collier qu'elle portait quand elle voulait dégager juste assez d'autorité pour être respectée, mais pas assez pour intimider. Elle avait même abandonné ses talons plateforme habituels pour quelque chose de plus chic et professionnel, car aujourd'hui était le grand jour, celui dont elle parlait à demi-mot depuis des mois. À 9h06, son calendrier a sonné. Bilan programmé. Salle de conférence vitrée. 8e étage. Elle a souri. C'est la bonne salle. Celle en verre. Celle qu'ils utilisaient pour les promotions, les entretiens avec des partenaires externes. Des enjeux élevés, mais de belles récompenses. Elle l'a pris comme une confirmation. Elle est partie tôt. S'est arrêtée pour un match à latte. S'est souri dans le miroir de courtoisie de la voiture. Enfin, a-t-elle murmuré. À l'étage, les gens lui souriaient, mais pas comme avant. Il y avait quelque chose de brutal dans leur visage. Poli, bien sûr, mais sans chaleur. Elle ne l'a pas remarqué. Pas vraiment. Elle était trop occupée à redresser son blazer et à vérifier son reflet sur la paroi chromée de l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes au 8e étage, elle est entrée comme une femme déjà choisie, déjà célébrée, déjà à mi-chemin d'un nouveau salaire. Jusqu'à ce qu'elle voie qui était dans la pièce. Les RH étaient assis au fond. Morgane, le visage de pierre. À côté d'elle, Ron de la conformité, les doigts entrelacés comme un homme se préparant à un sermon. Janet du service juridique était là aussi, ordinateur portable ouvert, indéchiffrable. Et en face d'eux, moi, son mari. Et à côté de moi, Mélissa. Candace s'est arrêtée, clignant des yeux. Oh, a-t-elle dit. Je pensais. Morgane ne l'a pas laissé finir. Asseyez-vous, Candace. La porte a cliqué derrière elle. Cette salle vitrée ressemblait soudain à un bocal. Tout le monde à l'extérieur pouvait voir à l'intérieur, mais personne ne pouvait rien entendre. Elle s'est assise lentement, essayant de recomposer son visage. Quelque part entre la confusion désinvolte et la curiosité réticente. Morgane a fait glisser une feuille de papier sur la table. Une seule page, centrée, imprimée en couleur. Mon vrai partenaire, une journée en famille réussie.
Candace l'a fixé. Elle ne l'a pas touché, juste fixé. Comme si, en restant immobile assez longtemps, l'image allait disparaître. Morgan a parlé calmement. Cette image a été portée à notre attention hier matin. Elle inclut un autre employé, 2 mineurs, et semble avoir été prise lors d'un événement sponsorisé par l'entreprise. Candace m'a jeté un regard, les lèvres s'entr'ouvrant comme si elle allait commencer sa tirade habituelle. Celle avec la déviation aguicheuse, la légère surprise, c'est juste une blague, chérie. Mais Mélissa posait déjà son téléphone sur la table. Face visible, écran allumé. Les textos de Brian. Des dizaines. Tous horodatés. Le genre de texto qui arrache le vernis de toutes les excuses que Candace avait jamais répétées. Les RH ont continué, imperturbables. Il ne s'agit pas de conduite privée. Il s'agit d'une utilisation abusive publique de nos programmes d'entreprise, de violation potentielle du code d'éthique et d'un risque pour la réputation, tant pour nos opérations internes que pour nos partenariats externes. Ron s'est penché en avant. Vous occupez un poste de direction, Candace. C'est substantiel. Elle a dégluti. C'est complètement disproportionné. Je veux dire, on est une équipe soudée. Tout le monde le sait. Brian et moi sommes amis depuis des années. Les enfants, ils l'adorent. On était juste. Mon vrai partenaire a coupé Janet du service juridique, la voix froide. Vous êtes consciente que nous avons des définitions internes pour la représentation familiale lorsqu'elle implique l'image de marque de l'entreprise. Oui. Candace a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle s'est tournée vers moi, son expression fragile, cherchant désespérément une encre. Je n'ai rien offert. Mélissa était assise, immobile, les mains jointes, les yeux fixés sur elle. Une tempête silencieuse dans un chemisier repassé. Je pense, a dit Morgan, qu'il serait préférable de continuer cela en présence d'un conseiller des RH. Pour l'instant, nous aimerions que vous attendiez à l'extérieur. Candace s'est levée, mais pas immédiatement. Elle calculait encore, cherchant toujours le partenaire de scène qui sauverait l'acte. Croyant encore qu'il y avait une issue. Mais ce n'était plus du théâtre. Elle est sortie les épaules trop hautes, comme pour ne pas admettre la gravité. Quand la porte s'est refermée, Mélissa s'est adossée à sa chaise et a expiré pour la première fois. Je suis resté silencieux. Morgan s'est tourné vers moi. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que nous ajoutions au rapport? J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. C'était sa légende. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Elle est restée juste devant la porte de la salle de conférence pendant 12 secondes avant de la rouvrir. Frapper aurait été digne. Mais Candace n'a pas frappé. Elle est rentrée comme quelqu'un qui pensait que le spectacle continuait, comme une star de sitcom qui revient sur scène pour une dernière réplique. Ok, écoutez, a-t-elle commencé, sa voix trop vive, trop rapide. Je comprends. Ça a l'air grave. Mais sérieusement. Vous pensez vraiment que ça vaut la peine d'impliquer le service juridique? C'était juste un week-end, une photo? Elle a tendu la main sur la table et a arraché l'image imprimée de la surface comme si c'était un mémo mal classé, quelque chose qu'elle pouvait plier et fourrer dans son sac. Mélissa n'a rien dit. Elle ne lui a même pas jeté un regard. Elle a juste tapé à nouveau sur l'écran de son téléphone, déjà déverrouillé, et l'a fait glisser de nouveau en vue. Un autre texto. Un autre horodatage. Un autre clou. Candace ne l'a pas regardé. Je veux dire, Brian et moi on plaisante tout le temps. C'est notre truc. Le coup du faux conjoint. Tout le monde sait qu'on est proche. C'est comme une blague récurrente au bureau. Même les RH en ont ri une fois à la retraite. Tu te souviens de ça, Morgan? Morgan n'a pas scié. Ron de la conformité s'est penché en avant, les doigts entrelacés. Candace, il ne s'agit pas de blague. Il s'agit de crédibilité, d'image, et de l'utilisation des ressources de l'entreprise temps, argent, événements pour ce qui apparaît maintenant être une relation personnelle se faisant passer pour un partenariat professionnel. Candace a essayé de rire. Le son est sorti sec et étranglé. D'accord, mais je veux dire, est-ce qu'on va vraiment déclencher une guerre nucléaire pour Instagram? Vous ne pouvez pas me dire que personne d'autre n'a posté pire. Personne n'a répondu. Elle s'est tournée vers moi. Chérie, a-t-elle commencé, sa voix s'adoucissant dans un ton calculé. Dis-leur.
Tu sais que ce n'est pas. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je l'ai regardé utiliser ce ton que j'avais entendu 100 fois dans d'autres pièces. Quand les factures étaient en retard, quand elle était prise en flagrant délit de mensonge. Quand elle avait besoin que quelqu'un tienne la corde pendant qu'elle sortait d'un autre pétrin. Mais il n'y avait plus de corde maintenant, juste le sol. Le regard de Mélissa n'a pas faibli. Calme, perçant, comme une bibliothécaire sur le point de faire taire quelqu'un de façon permanente. Les yeux de Candace ont fusé entre nous. Vous êtes juste, quoi? En train de vous liguer contre moi maintenant? C'est ça que c'est, a-t-elle dit, à moitié en riant, la voix se fissurant sur les bords. Une petite fête de vengeance. Depuis combien de temps vous préparez ça, hein? Candace, a dit Morgane, la voix toujours incroyablement neutre. Cela a un impact sur plus que vous. 2 familles, des mineurs. Notre image publique. Ce n'est pas une embuscade personnelle. C'est un problème d'intégrité de l'entreprise. Candace s'est figée, le souffle coupé. Vous n'arrêtez pas de parler de réputation, a-t-elle dit finalement, quelque chose tremblant maintenant derrière ses yeux. Mais ça ne vous dérangeait pas quand j'étais le visage de la campagne, la famille d'abord. Quand je travaillais tard, que je voyageais, que je vous donnais tous l'air progressiste et inclusif. Ron a légèrement hoché la tête. C'est précisément pourquoi c'est sérieux. Votre visage était associé à de multiples événements sponsorisés, y compris ceux où votre famille et celle de Brian étaient présentes. Cela crée des implications que nous ne pouvons pas démêler facilement. Et la légende n'a pas aidé, a ajouté Morgane. Mon vrai partenaire. Ce n'est pas juste personnel, c'est déclaratif. Je plaisantais, a dit Candace, maintenant presque en chuchotant. C'est une blague. Mélissa a enfin parlé. Vous avez fait de mes enfants une partie de votre blague. Candace s'est tournée vers elle comme si elle avait oublié sa présence. Mélissa, allons. Ils adorent Brian. Ils sont toujours contents de le voir. Et toi? Quoi? Tu n'as jamais eu une amitié un peu flirteuse? La voix de Mélissa était plate. Pas avec quelqu'un qui m'envoie des invitations Google Agenda pour des rendez-vous dans des motels en les intitulant réunions budgétaires. La lèvre de Candace a tremblé. Janet du service juridique, silencieuse jusqu'à présent, a fermé doucement son ordinateur portable. Morgane a expiré. Candace, veuillez attendre à l'extérieur. Il n'y avait plus rien à dire. Candace s'est levée mais n'a pas bougé pendant une seconde, fixant juste la table, le morceau de papier qu'elle tenait maintenant avec des doigts crispés. Ses mains tremblaient. Elle s'est dirigée vers la porte, lentement, comme si la gravité avait doublé. Juste avant de sortir, elle m'a regardé. Son visage n'était pas en colère, pas suppliant, juste vide. Mais je n'ai pas scié. Je n'ai pas hoché la tête. Je ne l'ai pas suivi. La porte s'est refermée derrière elle comme la scène finale d'une pièce qui n'a pas eu de standing ovation. À l'intérieur de la pièce, personne n'a parlé. Mélissa a pris son téléphone, l'a retourné face contre table. Je suis resté assis là, regardant le silence s'installer comme de la poussière. Elle a claqué la porte d'entrée comme quelqu'un qui prétend encore avoir le contrôle. Des sacs ont heurté le carrelage. Des clés ont cliqueté. Des chaussures ont été envoyées valser, une veste à moitié sur le dossier d'une chaise avant de glisser au sol. Elle n'a même pas remarqué le silence au début. Toujours prise dans l'écho de la salle vitrée. Le mot « suspendu » résonnait dans sa tête comme s'il avait été crié dans un mégaphone, bien qu'il ait été dit calmement, professionnellement, sans malice, juste avec finalité. Son ordinateur portable était dans son sac, non ouvert. Son badge d'entreprise, pendant toujours à sa ceinture, semblait radioactif, comme si tout le monde qu'elle croisait pouvait voir la tâche maintenant, comme si sa culpabilité était devenue une marque. Elle a attrapé son téléphone, tapant un message à Brian par mémoire musculaire. Appelle-moi. Ils m'ont retiré de la campagne. Qu'est-ce que tu as dit? Pas d'accusé de lecture, juste une icône de profil vide. La bulle de frappe n'est pas apparue. Elle a traversé le salon comme une femme essayant de fuir quelque chose qu'elle n'avait pas encore tout à fait nommé. Puis elle a vu le dossier. Simple, en manille, placé délibérément au centre de la table de la cuisine, là où elle déposait les listes de courses et les plans de repas, là où sa fille avait un jour renversé de la colle à paillettes qui n'était jamais vraiment partie, peu importe combien de fois elle avait frotté. Sa main a hésité avant de le toucher.
Quelque chose dans ses tripes lui disait de ne pas le faire. Elle l'a ouvert quand même. Première page, accord de séparation, termes préliminaires. Deuxième page, avis de clôture de compte bancaire, accès conjoint révoqué. Troisième, proposition de calendrier d'attribution de la garde, en attente de médiation. Quatrième, une liste d'actifs détaillés, soigneusement étiquetés, hypothèque, propriété de la fiducie, véhicule, titre de propriété individuelle, fonds d'études, nouveau plan d'IESX 9132, police d'assurance, bénéficiaire unique mis à jour. Et puis une seule note, imprimée, non manuscrite. Tes décisions impliquent les enfants. Les miennes les protègent. Elle s'est affaissée sur la chaise, lentement, comme si son corps devait traiter la gravité par étapes. Elle a parcouru le dossier à nouveau, comme si regarder les mêmes mots sous un angle différent allait changer ce qu'il disait. Il n'y avait pas de rage dans les documents, pas de menaces, pas de vitriol. Juste de la paperasse. Juste des décisions déjà prises. Le compte joint était fermé. Elle a essayé de se connecter à l'application mobile et a reçu un message d'erreur. A réessayé. Erreur. A appelé le numéro au dos de sa carte de débit. On lui a dit qu'il y avait un blocage de sécurité placé ce matin-là, en attente de la procédure de séparation légale. L'agent était poli, désolé, efficace. Elle a vérifié ses emails. 6 messages non lus des RH. 4 du service juridique. 1 de quelqu'un des relations publiques avec pour objet, besoin de clarification, image de marque valeur familiale et publication sociale personnelle. Elle ne l'a pas ouvert. Le couloir était sombre. Les chambres des enfants étaient vides. Le placard à moitié vidé. Ses chaussures parties. Les tiroirs proprement vidés. Pas de désordre, pas de drame. Sa brosse à dents n'était plus dans le gobelet. Le chargeur de sa montre, manquant. Le chargeur de son téléphone, toujours branché. Elle l'a appelé. Messagerie vocale. A rappelé. Directement sur la messagerie vocale. La 3e fois, elle a laissé un message. Ok, c'est ridicule, a-t-elle dit, essayant de rire. Je sais que tu es en colère. Je comprends. Mais tu n'étais pas obligé de faire ça sans me parler d'abord. On est censé être une équipe, tu te souviens. Elle a raccroché avant que sa voix ne se brise, puis a rappelé. Pas de réponse. Elle s'est assise à la table de la cuisine, le dossier devant elle, et a regardé autour de la pièce. La peau de banane du petit déjeuner des enfants encore dans la poubelle, une petite tasse de compote de pommes non terminée sur le comptoir. Le micro-ondes clignotant 12 heures, comme si le temps s'était arrêté juste pour elle. Elle a attrapé son téléphone, ouvert Instagram. Le post était toujours là. Elle, souriante avec Brian, les enfants derrière eux. Mon vrai partenaire, une journée en famille réussie. Un nouveau commentaire. Tu es dégoûtante. Pas de photo de profil, pas de nom. Juste la phrase. Elle a verrouillé son téléphone et l'a laissé tomber sur la table. Puis finalement, elle a posé sa tête dans ses bras et a réalisé qu'elle était la seule à ne pas avoir vu ça venir. Le palais de justice ne ressemblait pas à un endroit où les vies se terminaient. Il ressemblait à une préfecture. Murs pâles, chaises en plastique, des gens feuilletant silencieusement des dossiers en manille remplis de honte et de stratégie. Candace était assise avec son avocat, un homme qu'elle avait choisi pour ses critiques en ligne et sa cravate chère. Il s'appelait Steven Holland et il avait l'air d'un homme qui disait à tout le monde qu'il jouait au squash mais ne l'avait jamais fait. Il n'arrêtait pas d'ajuster ses boutons de manchette et de lui marmonner du jargon juridique d'un ton bas et anxieux. Nous plaiderons l'absence d'intention. On peut pousser pour une garde partagée. Les dommages à l'image publique ne sont pas quantifiables à ce stade. Blablabla. Elle n'écoutait pas. Elle regardait l'homme de l'autre côté de la salle. Moi. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas établi de contact visuel. Je suis resté assis, immobile, un classeur sur la table devant moi. Celui que Hollande n'arrêtait pas de regarder comme s'il était une bombe à retardement. Parce que c'en était une. La juge est entrée. Une femme, peut-être la cinquantaine. Le genre de calme qui vous faisait croire qu'elle avait géré des choses plus laides qu'une liaison sur LinkedIn avec une mauvaise image. Elle a regardé les deux parties, a ajusté ses lunettes et a posé les questions habituelles d'une voix si professionnelle qu'elle semblait être un scalpel. Audience préliminaire. M et Madame Dalton. Partie requérante présente.
Oui, votre honneur, a dit mon avocate. Et la partie intimée? Hollande s'est raclé la gorge. Présent, votre honneur. Représentant Madame Dalton. La juge a hoché la tête et a fait un geste vers le classeur devant nous. Maître Rowe, procédez. Rowe, mon avocate, a ouvert le classeur comme un magicien préparant son tour final. Sauf qu'il n'y avait pas de colombe, pas d'illusion. D'abord, les dossiers financiers. Des transferts soigneusement documentés, l'isolement des actifs, la création de la fiducie, tout fait avant le dépôt de la requête. Pas de précipitation, pas de désordre. Ensuite, la documentation des RH. Une copie de l'avis de conformité interne de l'employeur de Candace. Confidentiel mais admissible. Il incluait la légende, les textos, le résumé de la violation de l'éthique. Relaissait chaque page visible juste assez longtemps avant de passer à la suivante. Lent, méthodique, cruel dans son professionnalisme. Hollande a essayé de parler une fois, a murmuré quelque chose sur l'abus de pouvoir et le langage ambigu, mais la juge l'a interrompu. Maître Hollande, votre cliente conteste-t-elle l'authenticité de l'image et des communications jointes? Hollande a hésité. Candace s'est penché, a chuchoté quelque chose. Il a dégluti. Non, votre honneur. La juge a pris une petite note sur son bloc-notes. Alors, procédons sur la question des biens matrimoniaux. En raison des actions documentées précédant le dépôt et des preuves de l'intention de retirer les 10 actifs du statut conjoint, je place un gel complet sur tous les comptes financiers communs restants en attente de résolution. Le visage de Candace a eu un tic. La juge a continué, calme comme une comptable. Concernant la propriété, la documentation de la fiducie établie indique que la résidence n'est plus considérée comme un bien communautaire dans les conditions actuelles. Aucun accès à la dite résidence ne sera accordé à Madame Dalton jusqu'à nouvel examen. Candace avait l'air de quelqu'un à qui on venait de débrancher la colonne vertébrale. La garde des enfants, a poursuivi la juge, sera traitée lors d'une audience séparée en attente des rapports d'évaluation psychologique. L'arrangement temporaire revient par défaut à la résidence du requérant, car il maintient actuellement la tutelle exclusive. La bouche de Candace s'est ouverte. Je n'ai pas abandonné mes enfants. A-t-elle laissé échapper? Rowe n'a pas levé les yeux. Personne n'a dit que vous l'aviez fait. La juge a haussé un sourcil. Madame Dalton, ce n'est pas le forum pour cette discussion. Vous aurez l'occasion de présenter votre cas lors de l'examen de la garde. Candace a essayé de se reprendre, s'est redressée, a lissé sa jupe. Mais elle était pâle maintenant, d'une pâleur profonde. Hollande s'est de nouveau raclé la gorge. Votre honneur, nous demandons que cette audience ne soit pas considérée comme indicative d'une résolution à long terme. Ma cliente a fait des contributions professionnelles importantes et la nature de ses allégations. La juge l'a arrêté d'un regard. Maître Hollande, votre cliente a fait partie d'une campagne publique construite sur les valeurs familiales. Elle a utilisé les plateformes de l'entreprise pour promouvoir une relation personnelle qui contredit directement cette image. Vous avez de la chance que ce ne soit pas un cas de diffamation. Hollande s'est assis. Candace tremblait visiblement maintenant. Pas de larmes. Pas encore. Mais presque. Le marteau a frappé. Cette audience est terminée. Prochain examen dans 30 jours. Toutes les décisions restent en vigueur en l'attente de nouvelles preuves. Nous nous sommes levés. Elle, non. Pas au début. Elle fixait toujours le classeur, espérant encore que c'était un bluff, un drame, ou quelque chose qu'elle pourrait transformer en performance. Mais ce n'était pas le cas. C'était la preuve. Dehors, elle m'a finalement rattrapé. Attends, a-t-elle dit, le souffle court. Tu ne peux pas juste faire ça. Tout geler. Prendre la maison, les enfants. Tu me fais passer pour... Je ne te fais passer pour rien du tout, ai-je dit, sans m'arrêter. C'est toi qui as posté ça. Elle a attrapé mon bras. Je me suis écarté. Tu n'as pas le droit de disparaître, a-t-elle sifflé. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Je me suis tourné vers elle. Tu n'es plus la narratrice. Puis je suis allé à ma voiture, la laissant plantée sur le trottoir dans un blazer à $300 et une panique qu'elle ne pouvait pas négocier. Ce n'était pas une histoire qu'elle pouvait raconter à sa manière. Pas cette fois. L'enveloppe avait l'air ordinaire. Pas de sceau d'avocat, pas de police menaçante, juste blanche, scellée,
avec son nom tapé proprement au centre. Elle l'a trouvé coincé entre un carnet de coupons et une publicité de supermarché dans la boîte aux lettres. Au début, elle a failli la jeter. Elle pensait que c'était un autre mémo des RH demandant des éclaircissements ou un avis de bien-être interne conçu pour faire passer un licenciement pour une thérapie. Mais l'adresse de l'expéditeur, le siège de Keane et l'anglais, a arrêté ses doigts. Elle l'a ouverte avec son ongle, la déchirant de manière inégale. Le papier à l'intérieur était plié en deux. En tête nette. Même pas une page complète, juste 2 paragraphes. Cette lettre sert de notification formelle que votre emploi chez Keane et l'anglais Solutions a été résilié, avec effet immédiat. La décision fait suite aux conclusions d'une violation de conduite impliquant l'utilisation abusive des événements médiatiques familiaux sponsorisés par l'entreprise et des violations de la politique d'image interne. Vous n'êtes plus autorisé à accéder aux plateformes, communications ou propriétés physiques de l'entreprise. Un relevé final détaillé vous sera envoyé par courrier dans les 7 jours ouvrables. Tout le matériel lié à votre rôle doit être retourné dans les 5 jours. Pas de formule de politesse, pas de « merci pour vos services », pas de sympathie. Juste la finalité. Candace s'est assise sur le carrelage froid de l'entrée, la lettre toujours à la main. Son téléphone était posé à côté d'elle, face visible, écran noir. Pas de message, pas d'appel, pas de rappel de calendrier. Juste le silence. Elle a ouvert la conversation avec lui. Toujours rien. Pas de nouvelle réponse à ses 5 derniers messages. Le dernier, s'il te plaît, dis-moi juste ce que je suis censé faire maintenant. Non lu. Elle a tapé autre chose, puis l'a effacé. A recommencé. L'a effacé aussi. Puis elle a ouvert son Instagram. Toujours public. Toujours débloqué. Ils n'avaient pas posté depuis le printemps dernier. Une photo de leurs enfants grimpant sur une cabane en bois qu'il avait construite dans le jardin. Légende, 2 créatures sauvages, une échelle solide. Elle est revenue en arrière. A cherché la page de Mélissa. Privé maintenant. Le compte de Brian, disparu. Elle s'est adossée contre le mur, sa tête heurtant le plâtre avec un bruit sourd. La maison était froide. Elle n'avait pas allumé le chauffage. Les factures étaient techniquement encore aux 2 noms, mais son avocat avait clairement indiqué celle dont elle serait responsable. Le frigo contenait une demi-bouteille de lait d'amande, une boîte de vieilles myrtilles et 3 yaourts oubliés. Le calendrier de la cuisine n'avait pas été tourné depuis septembre. Quelque part à l'étage, le vieil iPad de sa fille a sonné avec une notification de jeu. Elle n'avait pas eu de nouvelles des enfants depuis l'attribution de la garde provisoire. Ces messages avaient été vus. C'était tout. Elle s'est finalement levée, a posé la lettre sur le comptoir de la cuisine, l'a fixée comme si elle pouvait s'autodétruire, puis a vérifié son téléphone une dernière fois. Toujours pas de message. De l'autre côté de la ville, je promenais le chien. L'air vif, les feuilles tombant comme un jugement. La laisse dans une main, un café dans l'autre. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Pas besoin. L'avocate avait confirmé la livraison. Mélissa a envoyé un texto, j'ai reçu l'appel. Les RH ont fait le ménage. Il n'y avait plus rien à surveiller, rien à réparer. Le chien a reniflé autour d'un érable, a tiré un peu vers un chemin que nous prenions quand Candace se souciait encore de faire semblant. Je l'ai laissé tirer. Le vent était pur. Pas tout à fait silencieux, mais honnête. Pas de bruit de fond. Pas d'enregistrement caché. Juste des feuilles et le silence dans l'espace entre une porte fermée et ce qui attend de l'autre côté.